Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le ministère russe des Affaires étrangères a dit que la raison pour laquelle la Turquie ne veut pas laisser tomber la ville syrienne d'Azaz entre les mains des forces kurdes serait que celle-ci se trouve sur la voie d'approvisionnement par laquelle Ankara aiderait l'organisation État islamique. La porte-parole, Maria Zakharova, a dit que certains pays auraient demandé à la Russie de ne pas toucher un corridor près de la frontière turco-syrienne vers Azaz. Elle a ajouté que l'avertissement viserait à garantir que la Turquie puisse continuer son acheminement quotidien d'armes, de munitions et de nourriture à l'organisation État islamique, à Al-Nusra et à d'autres groupes terroristes par cette zone. Mardi, le Kremlin avait fermement rejeté les accusations d'Ankara, selon lesquelles des bombes russes ont visé plusieurs centres médicaux et des écoles dans le nord de la Syrie. L'ONU a quant à elle affirmé que 50 civils, dont des enfants, ont été tués là-bas. Mardi matin à Séoul, les vice-ministres des Affaires étrangères de Chine et de la République de Corée ont tenu le 7e dialogue stratégique de haut niveau. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Yesui, et son homologue sud-coréen co-organisaient la réunion. Les deux parties ont échangé leurs vues sur les relations bilatérales entre leurs pays et la situation actuelle de la péninsule coréenne, ainsi que sur d'autres problèmes d'intérêt mutuel. Monsieur Zhang a aussi rencontré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, et a répété la position de la Chine contre le déploiement du système antimissile américain THAAD en Corée du Sud. Les discussions se sont déroulées après le test nucléaire récent et le lancement d'une fusée à longue portée effectuée par la RPDC. Les représentants des États-Unis doivent rencontrer leurs partenaires de la République de Corée cette semaine pour discuter des politiques des deux gouvernements envers la République populaire démocratique de Corée. Une grande partie des discussions devrait concerner le déploiement possible d'un système de défense antimissile en Corée du Sud, suite au récent lancement d'une fusée par la RPDC. Ce déploiement irrite la Russie qui met en garde contre cette mesure. Reportage. Lorsque le gouvernement de Pyongyang a lancé au début du mois une fusée à longue portée dans l'espace, la Russie a condamné l'action, comme la plupart des membres de la communauté internationale. Elle s'est aussi opposée au dernier test nucléaire de la RPDC en janvier. Tandis que la Russie a demandé à Pyongyang d'abandonner son programme d'armes nucléaires, la nouvelle selon laquelle les États-Unis envisageraient de déployer en Corée du Sud leur propre système antimissile, le THAAD, fait grincer des dents Moscou. Parce que notre tâche est de nous assurer que non seulement la RPDC n'ait pas d'armes nucléaires, mais qu'aucune des parties de la péninsule coréenne, à la fois la RPDC et la République de Corée, n'ait d'armement nucléaire. Les États-Unis ne devraient pas livrer des composants de leurs propres armes nucléaires à la péninsule coréenne. Le gouvernement russe a appelé au calme dans l'escalade des tensions entre les deux Corées et a exprimé son inquiétude relativement au déploiement du système THAAD, disant qu'il pourrait susciter une course aux armements dans la région. Mais selon l'analyste politique Dimitri Koserev, la Russie perçoit le système américain de défense antimissile comme une menace juste à sa porte. Ce système de défense antimissile est certainement dirigé contre la Chine et contre la Russie, pas contre la RPDC, dont les capacités sont très douteuses. Et ils ne sont pas sûrs qu'une réaction telle que le système américain de défense antimissile soit requise. Il ne s'agit pas de la Corée, il s'agit de nous. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a récemment parlé d'un glissement du monde vers une nouvelle guerre froide. Et la bataille d'influence pourrait bien se propager bien au-delà du Moyen-Orient à d'autres parties du monde, telles que la péninsule coréenne. 2 semaines se sont écoulées depuis qu'un navire de guerre américain a navigué à proximité d'une île en mer de Chine méridionale, revendiquée par la Chine. Cet incident a entraîné la condamnation de Beijing. La liberté de navigation dans cette région est un point de discussion majeur entre les nations du sud-est asiatique à l'occasion du sommet États-Unis-ASEAN. Tandis que la Chine ne prend pas part à ce sommet, il s'agira principalement d'évoquer son rôle dans la région, en particulier lorsqu'il s'agit de la mer de Chine méridionale. Il y a 3 ans, le président des États-Unis Barack Obama et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés en Californie en vue d'améliorer les relations. Cette année, retour en Californie, Obama se rendra sur le même site avec les voisins de la Chine du sud-est asiatique pour tenter de contrer son influence en mer de Chine méridionale. L'inquiétude est très intense car la mer de Chine méridionale est un lieu très sensible.
Un lieu sensible et prisé car la Chine et les voisins sont en concurrence concernant des revendications territoriales sur ces îles qui restent non résolues. Néanmoins, la Chine a construit au moins 3 pistes d'atterrissage sur des récifs de corail dans 2 chaînes insulaires de la région. La Chine est résolument engagée à préserver la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale et continuera à gérer les désaccords par le biais du dialogue. La Chine désire que ces dialogues se déroulent de façon bilatérale. Mais les 4 plaignants au sein de l'ASEAN, un groupe de nations du sud-est asiatique, ont appuyé une approche collective pour garantir que les bateaux puissent naviguer librement dans ces eaux. Et jusqu'à présent, cette tentative a échoué. Peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour discuter de cette question, mais avec l'ASEAN, je pense qu'il s'agit là de l'unique plateforme disponible. La Maison-Blanche veut que l'ASEAN soutienne la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et elle investit plus de 150 millions de dollars dans la région pour aider les demandeurs à renforcer leur puissance militaire navale. Beijing n'a pas entravé le passage d'aucun navire que ce soit jusqu'à présent, mais les enjeux pour le reste du monde sont élevés. Un montant estimé de 5 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux transite chaque année par ces eaux. Si la mer de Chine méridionale est restreinte en termes de mouvements commerciaux ou militaires, les premières personnes qui en souffriront seront les États côtiers d'Asie du Sud-Est eux-mêmes. Les États-Unis se sont engagés à envoyer l'aviation militaire et des bâtiments de la marine dans la région pour ce qu'ils appellent un exercice lié à la liberté de navigation. Le plus récent, mené il y a à peine 2 semaines, l'a été à proximité d'une île revendiquée par la Chine. Je pense que ces patrouilles ne sont pas naturellement provocantes. Il ne devrait s'agir que de patrouilles de routine et discrètes. Mais Beijing considère ces patrouilles comme une violation claire de sa souveraineté et demande aux pays à l'extérieur de la région de cesser leur ingérence. La Chine a le droit de protéger sa souveraineté territoriale et ses droits maritimes légitimes. Et même si l'ASEAN lutte pour formuler son approche en matière de liberté de navigation, les Philippines et le Vietnam, ces 2 nations ayant des revendications dans la région, ont pris les choses en main et déposé plainte auprès des Nations Unies. Chaque jour, près de 2000 réfugiés entament un dangereux périple en bateau en direction de l'Europe. Ce nombre a été multiplié par 10 par rapport à l'année dernière. Mais un nouveau plan a été mis au point par l'OTAN afin d'enrayer cette augmentation et de sauver des vies par la même occasion. Des secouristes turcs font tout leur possible pour arriver sur place aussi vite qu'ils le peuvent. Une embarcation d'une dizaine de mètres transportant des réfugiés syriens vers la Grèce a chaviré. Un garde-côte plonge pour venir en aide à un survivant. Pelen Hussein est accroché à la seule partie du bateau qui émerge encore. Lorsqu'il est ramené à bord, il tremble de peur et de froid. Surtout, il est en état de choc. Le temps qu'il a passé dans les eaux froides fait qu'il souffre d'hypothermie. Le sergent qui l'a repêché le calme et le prépare pour son évacuation par hélicoptère. Hussein est emmené à l'hôpital. Il survivra, mais personne ne sait ce qu'il adviendra de lui par la suite. Et Hussein fait partie des plus chanceux. Seulement 6 personnes ont survécu à ce naufrage. Les autres passagers, 16 adultes et 11 enfants, sont morts noyés. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale des migrations estime que plus de 70 000 réfugiés ont fait le choix de cette traversée. Plus de 300 d'entre eux ont péri en chemin. Nous envoyons des navires dans la direction appropriée. La semaine dernière, le commandant en chef des forces alliées de l'OTAN a annoncé une nouvelle mission et plusieurs navires ont immédiatement été envoyés en direction de la mer Égée. Il ne s'agit pas d'arrêter ou de repousser les bateaux de réfugiés. L'OTAN souhaite contribuer aux missions de surveillance visant à empêcher le trafic humain et les réseaux criminels. L'OTAN tente d'identifier les passeurs qui affrètent ces bateaux. À l'heure actuelle, la seule certitude de l'organisation tient à la route empruntée par les réfugiés. Leur voyage débute en Syrie, d'où ils s'échappent en passant par la Turquie. Ils embarquent ensuite en direction des îles grecques qui se situent dans la mer Égée. Puis de Grèce, les réfugiés tentent d'atteindre l'Allemagne et d'autres États européens. D'autres réfugiés font le même voyage depuis l'Irak, l'Afghanistan et l'Érythrée. Cet afflux pourrait amener l'OTAN à étendre son intervention au-delà de la mer Égée. Ce point est actuellement en cours de discussion. Des avions saoudiens se posent à l'heure actuelle dans la base turque d'Incirlik. L'Arabie saoudite se dit prête à envoyer des troupes au sol en Syrie si l'OTAN et la coalition menée par les États-Unis en font de même. Le ministère chinois du Commerce a annoncé que l'investissement à l'étranger de la Chine avait connu une forte hausse en janvier. Reportage. Le ministère a déclaré que l'investissement direct non financier à l'étranger avait augmenté de 18,2% par rapport à l'année précédente à 12,02 milliards de dollars dans le mois. C'est presque 3 fois la croissance enregistrée le mois précédent.
L'investissement dans le secteur manufacturier a connu près de 90% de progression au cours du premier mois de cette année. Les secteurs clés sont l'équipement électronique, la médecine, les produits métalliques et l'industrie automobile. Janvier a aussi vu une progression des investissements directs vers les États-Unis de près de 4 fois supérieure à l'année précédente à 1,56 milliard de yuan. Et compte tenu des actuels projets de fusion et acquisition, le ministère s'attend à un fort élan dans la poursuite de cette tendance durant l'année en cours. Les projets d'investissement majeurs aideront à améliorer les capacités opérationnelles des entreprises chinoises ainsi que les allocations de ressources globales. Le bon départ marque un pas plus solide pour que les entreprises chinoises aillent à l'international. La dépréciation de la monnaie chinoise, le yuan renminbi, a le potentiel de stimuler les exportations chinoises, mais présente un risque pour les entreprises étrangères qui vendent des biens sur le marché chinois. Plus le yuan est bas et plus le prix des produits importés augmente. CCTV s'est rendu dans une entreprise du sud de la Californie qui s'est préparée pour la baisse du yuan et qui espère réaliser cette année une croissance à 2 chiffres. Des petites éponges et des lingettes pour le visage. Oui, ce sont des outils. Donc vous couvrez tous les besoins cosmétiques possibles. Assurément. À seulement 28 ans, Betty Zhu est à la tête d'une entreprise basée juste à l'extérieur de Los Angeles. Imomoko vend des produits cosmétiques importés d'Asie et exporte des produits de beauté de marque américaine en Chine. C'est un rouge à lèvres américain et du vernis à ongles revelons. Les produits stimulant la croissance des cils rencontrent un succès incroyable, notamment parce qu'ils ont été développés par des dermatologistes américains. La provenance américaine des produits est un argument de vente décisif pour les consommateurs chinois de produits cosmétiques. Cette demande constante a permis à Imomoko de doubler ses recettes chaque année depuis que la société a commencé à exporter en 2009. En 2015, les exportations de l'entreprise ont généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais la récente dépréciation du yuan et l'éventualité d'une baisse plus forte encore pourraient représenter un problème pour ses activités d'exportation en augmentant le prix de ses produits en Chine. D'ici à 3 ans, cette situation pourrait devenir problématique pour nous. Mais Imomoko est aujourd'hui capable de faire face à tout changement soudain de politique monétaire chinoise. C'est le cas grâce au partenariat solide qu'elle a établi avec des fournisseurs américains qui ont accepté d'absorber une partie des fluctuations de la devise afin de maintenir des prix stables. Un autre atout de la société réside dans la valeur ajoutée de ses produits qui sont authentiques et se démarquent ainsi de leurs concurrents. Nombre de ces sociétés chinoises de vente en ligne cherchent des produits provenant de sources autorisées. Comme nous avons en notre possession de contrats prouvant l'origine de nos produits, nous avons un avantage sur notre concurrence. Vous ne vous inquiétez pas de la santé de l'économie chinoise? Si elle se porte mal, vous vous en sortirez? Je pense qu'une femme aurait toujours besoin de rouge à lèvres. C'est vrai, même sans un sou, elles continueront de se faire belles. C'est certain. Oui. C'est une nécessité. Le cours de l'or a ces derniers mois augmenté pour quasiment atteindre son plus haut niveau depuis un an. Tout de suite, plus de détails. Le métal jaune est de nouveau à la mode. L'or a en effet tendance à briller lors des périodes d'instabilité économique. La question des taux d'intérêt dans le monde est l'un des principaux facteurs. En lien avec cela, les investisseurs ont modifié leurs attentes au sujet de la hausse des taux de la Fed. Elles sont beaucoup plus basses et l'idée générale, c'est une idée qui fait peur et que les banques centrales n'ont d'autre choix que d'aller dans ce sens et cela donne un sentiment de panique. Car l'or est considéré comme une valeur refuge durant les périodes déflationnistes, mais aussi inflationnistes. Dans le cas d'un scénario déflationniste, nous allons avoir plus de taux d'intérêt négatifs, plus de dévaluation de devises et une hausse du prix de l'or. Et dans un scénario inflationniste, nous allons avoir des taux d'intérêt plus élevés, mais également en réponse à cette inflation, un intérêt toujours croissant pour l'or. Pour d'autres, le récent intérêt pour l'or s'explique par la faiblesse des cours du pétrole. Le pétrole a des cours qui jouent le rôle d'indicateur déflationniste. Il baisse pour une bonne raison, car il existe de nombreux pays producteurs de pétrole dans une partie du monde qui connaissent des troubles graves, mais aussi des troubles déflationnistes. Quand le pétrole baisse, l'or a tendance à monter. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le pétrole est à la hausse et l'or à la baisse, à l'opposé exact de ce que nous avons connu au début de la décennie.
Les investisseurs chinois se sont eux aussi laissés prendre au jeu. Selon le Conseil mondial de l'or, la Chine est l'un des principaux consommateurs d'or. La demande a augmenté de 3% au quatrième trimestre en glissement annuel et la demande pour les pièces d'or a également augmenté de 25%. Les Chinois ont des mines d'or et ils sont certainement dans le rouge, car ils extraient de l'or de très basse qualité qui leur coûte très cher, probablement 1 500 $. Et ils encouragent également leur population à en posséder davantage. Donc les Chinois croient fortement que l'or va augmenter. Il est très probable que le prix de l'or atteigne 1 350 voire 1 400 $ d'ici la fin de l'année. Mais sur le long terme, je le vois atteindre de nouveaux records, jusqu'à 3 000 voire 5 000 $. Que ce soit la chute des cours du pétrole, les taux d'intérêt négatifs ou la faiblesse du dollar, les facteurs encourageant cette montée de l'or ne manquent pas. Le Nasdaq est connu comme étant le deuxième indice boursier le plus important du monde et accorde une importance particulière aux titres technologiques. Le but premier de ses propriétaires est de faire de l'argent, bien sûr. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir un centre de formation à but non lucratif pour entrepreneurs à San Francisco. À l'intérieur du centre entrepreneurial du Nasdaq, une foule se réunit pour écouter eCore, une organisation à but non lucratif qui connecte la prochaine génération de générateurs de changements sociaux. La PDG d'eCore, Olivia Bryant, est impressionnée par le fait que la salle est remplie à craquer. Elle transmet sa reconnaissance au centre pour cet accueil et pour avoir parlé de son expérience de formation en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est un problème dans la région parce qu'il y a tellement d'entreprises qui font tellement de choses. Je pense que d'avoir la collaboration du Nasdaq, qui est une organisation très respectée, cela amène plusieurs opportunités et la promotion de ces événements est fantastique. Le centre entrepreneurial du Nasdaq est un espace de 1200 mètres carrés dans le cœur de San Francisco qui fait notamment une place à l'art numérique comme lors de cette exposition de Marina Zurkov sur les changements climatiques. Le centre a même son propre studio de télévision qui peut diffuser des émissions en direct. Il aide notamment les entreprises à faire leurs propres vidéos, à diffuser leurs idées et à donner des formations médiatiques. Et dans tous les coins du centre, vous trouverez des start-up et des pop-up stores. Savvy Society enseigne aux jeunes filles comment utiliser les imprimantes 3D pour concevoir des chaussures. En plus de cet espace commercial, les fondateurs de Savvy Society ont aussi suivi des cours ici. Cela vous coûte rien. Ils ont implanté une philosophie qui veut que les gens redonnent ce qu'ils ont reçu. Lors des étapes de mise sur pied d'une start-up, il vous aide d'une manière ou d'une autre, mais il faut se rappeler qu'il vous a aidé. Le centre aide à combler les besoins des startups. Le spécialiste des relations publiques de la Silicon Valley, Vincent Chang, a découvert Savvy Society. Il encadre les fondateurs de la compagnie sans rien demander en retour. J'ai assisté à tellement de conférences sur la technologie, à des festivals de technologie, à des rassemblements de hackers, que je suis franchement un peu fatigué de ce milieu. Mais je pense que cet endroit est différent. Je pense qu'ils veulent vraiment aider les entrepreneurs qui sont sous-représentés. M. Chang ne fait pas seulement référence aux femmes et aux membres des minorités, mais aussi à un groupe qu'on appelle les intrapreneurs. Ce sont des gens qui sont emprisonnés dans un petit boulot et qui ont besoin d'un peu d'aide pour que leurs idées puissent se matérialiser. Les autorités chinoises ont confirmé un deuxième cas du virus Zika sur leur territoire. Les médecins disent que l'état de santé du patient s'améliore après avoir traité et mis en quarantaine. Reportage. Le deuxième cas du virus Zika en Chine. Le patient de 28 ans est originaire de la ville de Jiangmen, dans la province du Guangdong. Il a travaillé au Venezuela où le virus fait des ravages et retournait en Chine lorsqu'il a été détecté à l'aéroport de Guangzhou le 12 février. L'homme est entré en contact proche avec un ami au Venezuela qui a été infecté de la maladie qui est transmise par un moustique. Sa température était de 38,5 degrés Celsius à l'aéroport. Lundi, le Centre chinois pour la prévention et le contrôle des maladies a testé à nouveau ces échantillons de sang et d'urine que nous avons envoyés et ont confirmé qu'il était porteur du virus Zika.
Après avoir été traité grâce à des techniques de médecine occidentale et de médecine traditionnelle chinoise, on dit que le patient fait des progrès. Les experts estiment que les probabilités que le virus se propage en Chine sont faibles en raison du temps froid. Mais des mesures ont été adoptées dans la province du Guangdong pour éliminer les moustiques. Nous avons mis sur pied plus de 100 réseaux pour surveiller la densité des moustiques. Les efforts d'éradication vont commencer dès que le nombre de moustiques va dépasser un certain niveau. Les médecins vont examiner les échantillons de sang et d'urine du patient de façon régulière. Ils ne le laisseront pas partir avant que le patient montre 2 tests négatifs consécutifs. Pour le moment, le patient demeure sous observation en quarantaine. Le virus Zika continue de se propager dans plusieurs pays. Découvrons ensemble en images quels sont les moyens de se protéger de cette infection. Le virus Zika est transmis par les moustiques. Afin de réduire les risques de l'attraper, l'Organisation mondiale de la santé conseille de faire usage de barrières physiques contre les moustiques et en premier lieu de fermer portes et fenêtres et de dormir sous une moustiquaire. Elle conseille également les produits anti-moustiques ou de se couvrir le corps de vêtements aussi colorés que possible. Pour se débarrasser des moustiques, il faut vider, nettoyer ou couvrir tout objet pouvant contenir de l'eau afin d'éliminer les endroits où ils pondent. Le taux de mortalité de ce virus est très bas. Environ 1 personne sur 5 ayant piqué par une moustique transportant par le virus Zika aura une fièvre moyenne, des démangeaisons et des douleurs musculaires. La plupart des personnes infectées guérissent dans un délai de 2 à 7 jours. Il n'existe aucun traitement efficace contre le virus. Les patients présentant des symptômes mineurs doivent prendre des médicaments contre la douleur et se reposer et boire beaucoup d'eau. Si leur état se dégrade, il leur est conseillé d'aller consulter un médecin. Les personnes ayant voyagé ou vivant dans les pays touchés par l'épidémie doivent eux aussi aller consulter s'ils souffrent de fièvre, de démangeaisons ou de douleurs musculaires. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.